Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission d'après-course du Bulletin GP. Abdoussal avec vous et bienvenue. Très content de vous avoir après ce Grand Prix de Monaco particulier. Excusez le petit décor un peu hasardeux. C'est un changement de scène temporaire, en fait. Alors, on va revenir sur ce Grand Prix de Monaco. Et j'ai, comme à l'habitude, avec moi, deux de mes collaborateurs qui vont aussi réagir à cette course. Je parle bien de Jean-Sébastien Barbeau. Salut, Jean-Sébastien. Salut, Abdou. Comment vas-tu? Eh ben, écoute, ça va bien, mais... Oui, ça va bien. Après ce Grand Prix-là, disons que le moral change. Ouais, au moins... Au moins, il y a ça. On va dire que c'est terminé, au moins. Oui, c'est ça. Mais c'est 2 heures qu'on ne retrouvera jamais. Exactement. Et j'ai avec moi Marc-André Fortin, quelqu'un qui est super content, probablement le plus content de nous trois, en fait. Salut Marc-André. Ben écoute, profiter d'un 2 heures pour voir Max Verstappen remporter le Grand Prix de Monaco, c'est un peu mieux que lorsqu'il n'y a pas d'enjeu. Donc, effectivement, je me sens peut-être un petit peu plus heureux que vous deux. Oui, exactement. Et on doit se le dire, ça a été... au moins pour les fans de Max Verstappen, c'est dans une situation très, très heureuse parce qu'il mène le championnat avec cette victoire. Et Lewis Hamilton qui a connu une journée au travail, ma foi, très difficile et même frustrante. D'ailleurs, je vais vous donner le classement du Grand Prix de Monaco. Alors, Verstappen a gagné devant Carlos Sainz sur la Ferrari, son premier podium avec la Scuderia Ferrari, et un premier podium depuis, si je me trompe pas, Turquie 2020. Ensuite, on a Lando Norris qui marque son deuxième podium de la saison avec une 3e place. Sergio Perez, 4e. Sur l'autre Red Bull, Sébastien Vettel, 5e sur la Aston Martin. 6e, Pierre Gasly sur la AlphaTauri, une bonne course de sa part. 7e, Lewis Hamilton, à l'inverse, horrible. Lance Stroll sur Aston Martin, 8e. Esteban Ocon, 9e sur la Alpine. Et Antonio Giovinazzi, 10e pour Alfa Romeo, son premier point de la saison. Évidemment, vous pouvez venir commenter sur la course. Et évidemment, on va commencer avec les évaluations post-Grand Prix. Donc, c'est une tradition aussi. Ici, c'est le bulletin GP. On a la performance du jour, la contre-performance du jour et le moment cocasse. Et disons qu'il y en a eu. On a du contenu pour ces évaluations. Et je vais commencer avec, Jean-Sébastien, quelles sont tes évaluations post-Grand Prix? Eh bien, le Grand Prix est fini. C'est déjà ça en partant. Voilà, c'est déjà ça. Non, soyons plus sérieusement. Je vais y aller directement avec le pilote du jour et la contre-performance du jour. Le pilote du jour, à mon avis, c'est Sébastien Vettel. On aurait pu peut-être le donner à Checo Perez, mais en même temps, c'est ce qu'on attend de lui, de pouvoir finir dans le top 5 relativement facilement. On aurait pu le donner aussi à Carlos Sainz, mais la Ferrari était bonne en fin de semaine, donc c'est un petit peu attendu aussi. On aurait pu le donner à Lando Norris, mais il confirme de plus en plus que la voiture est bonne et que lui aussi est bon. Donc dans ce cas-là, parce que la voiture est capricieuse, parce qu'il fait une bonne traversée du désert depuis un bon moment, mais il faut le donner à Sébastien Vettel pour l'ensemble de la performance faite ce week-end, ou plutôt samedi et en même temps dimanche. Un des rares qui a pu qui a pu faire place à l'amélioration lors de la course de dimanche. Au-delà de ça, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. La contre-performance du jour, il faut le donner soit à Daniel Ricciardo, qui a une fin de semaine horrible. Enfin, surtout un samedi horrible. Le dimanche, il s'est absolument rien passé de son côté. Donc, la contre-performance du jour, c'est difficile d'en donner une à quelqu'un parce que il s'est rien passé de négatif dans la course d'un point de vue du pilotage parce qu'il n'y a pas eu de dépassement, en fait. Ça n'a pas été la meilleure course et c'est de loin probablement la pire course de la saison. Mais je dois dire que... Oui, vas-y. Oh, je pense que ça... C'est vraiment même la pire, ça, disons-le. Ouais, c'est la pire. C'est la pire. Et je dois dire que
vraiment, ça a été une purge. Et même si c'est Monaco, c'est une course qui demande beaucoup de concentration. Ça a été une purge. Et et en plus, fun fact, après la fin du Grand Prix sur la télédiffusion de Sky Sports, c'est le Grand Prix de Monaco le plus rapide de l'histoire. Donc, c'est pas parce que c'est rapide que c'est intéressant. Exact. Vitesse moyenne de 158 km/h, quelque chose comme ça. En plus. Et il n'y a pas eu de voiture de sécurité, autant virtuelle. De drapeau jaune. Ou de drapeau jaune pour la première fois, je pense, depuis 2009. Donc, c'est quand même quelque chose. Et je dois dire que vraiment, c'est pas parce que c'est rapide que c'est mauvais, comme tu l'as dit. Et je suis d'accord avec Sébastien Vettel. Et comme Martin Laurentzel l'a dit sur Facebook, et d'ailleurs, vous pouvez vous donner vos évaluations dans les commentaires, que ce soit sur Facebook, Twitter ou sur Twitch, ou bien même sur YouTube si jamais vous le regardez un peu plus tard. Mais ma foi que ça a été une course vraiment réussie pour Vettel, propre, une bonne stratégie qui a fonctionné, puis même pour Aston Martin avec Lance Stroll 8e. Donc finalement, c'est une bonne chose que de voir Aston Martin peut-être là où elle devrait être en principe. Oui, tout à fait. Exact. Sinon, as-tu une contre-performance? Non, j'en ai pas, parce que grosso modo, il s'est rien passé particulièrement négatif au niveau du pilotage. On pourrait peut-être juste donner un avertissement du côté de Mercedes qui pensait pouvoir bien se sortir de la stratégie. On a vanté les mérites de Mercedes il y a 2 semaines en disant « Oh, comme ils ont été brillants pour pouvoir reprendre la tête du Grand Prix devant Verstappen », notamment lorsqu'on a entendu les audios suivant le Grand Prix sur la façon dont ils ont rangé sur la stratégie. Là, ici, ils ont fait un peu chou blanc, ils ont tenté de faire quelque chose un peu hors de l'ordinaire et ça n'a pas marché. Donc, ce n'est pas parce que on réussit bien un Grand Prix précédent qu'on est les maîtres du monde. Au contraire, c'est de la constance et là, ils ne l'ont pas vraiment eu. Donc, c'est un avertissement relativement sérieux pour Toto Wolff et en même temps aussi un avertissement pour Toto Wolff dans la mesure où on dirait que c'est un petit peu vanté au cours des derniers jours en disant que les améliorations sur la voiture étaient terminées pour 2021 et qui mettait maintenant les affaires sur 2022. Si quelqu'un croyait que c'était le cas, j'apprécie votre candeur, mais vous savez très bien que ce n'est pas le cas parce que, comme dirait si bien Pierre Houd, lorsqu'on ne progresse pas, on recule. Et oui, et quand il s'agit de Pierre Houd, il faut souvent l'écouter. Oui. As-tu un moment cocasse? La période de latence qu'il y a eu lors du podium, c'est un peu long. Ouais. On ne sait pas qu'est-ce qui se passait. Il y a eu un changement dans l'ordre, mais sinon, non, il n'y a rien. Franchement, il n'y a rien. Ben, j'ai pas trop porté attention sur ça parce que j'étais occupé à autre chose, mais et surtout le case du trophée avec commanditaire Louis Vuitton. Ouais. Pour ne pas le nommer. Ouais, ok, c'est du placement de produit, pourquoi pas. C'est ça, c'est du placement de produit, si on peut dire. Alors. Mais qu'on est rendu là pour trouver un fait cocasse parce que ça veut dire que c'est pas passé grand-chose. C'est ça. Ben moi j'en ai un en fait, mais je vais attendre d'abord les évaluations de Marc-André en fait sur ce Grand Prix. Ben écoute, je vais aller dans le même sens pour le pilote du jour que Sébastien, mais je vais aller que Jean-Sébastien, mais je vais aller peut-être un petit peu plus loin. Je vais parler plus de Aston Martin qui ont réussi à faire 2 stratégies réussies avec Stroll et Vettel au cours du Grand Prix avec les arrêts au puits. Stroll a fait un premier long relais qui a été payant finalement, qui a réussi à obtenir une 8e position finalement à la ligne d'arrivée. Et Vettel, on le sait, est sorti au 33e tour, a surpassé Lewis Hamilton et a réussi à dépasser Gasly dans sa sortie de l'arrêt au puits. Donc finalement, tout est réussi dans le cas de Aston Martin dans les arrêts au puits aujourd'hui et justement on vantait les mérites de Mercedes lors du dernier Grand Prix. Ben aujourd'hui c'est à eux que je remets ce petit trophée là, des stratégies aux arrêts au puits. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et vraiment, non seulement avec Sébastien Vettel, mais Lance Stroll aussi. L'idée de partir avec les pneus durs et surtout le départ qui venait avec... évidemment, il fallait que le pilote fasse sa part du travail et il l'a fait malgré surtout 2 excursions hors piste et à la piscine.
il a été bon, il a fait le travail aussi. Donc, vraiment, et je pense pour la première fois de la saison, les deux Aston Martin se retrouvent dans le point. Alors, vraiment, félicitations à l'écurie de Lawrence Stroll. Sinon, as-tu une contre-performance du jour? Écoute, pas vraiment. Je suis vraiment d'accord avec Jean-Sébastien. Il s'est passé pas grand-chose durant le Grand Prix. C'est quand tu as peu de dépassement, peu de stratégie en course, ça mène à un Grand Prix qui est assez plate et monotone. Et ça a été les résultats qu'on connaît aujourd'hui où il y a eu tellement eu peu d'actions qu'il est difficile de viser une personne en tant que telle qui a mal fait durant le Grand Prix. Je pense que non, c'est ça. Je pense qu'il n'y a vraiment rien qui a ressorti en tant que mauvaise performance. Je suis d'accord avec Jean-Sébastien dans le cas de Ricardo. Il aurait pu mieux faire en fin de semaine. Il y a peut-être aussi Mercedes qui a eu beaucoup de misère en fin de semaine avec des réglages complètement ratés avec Hamilton, des changements entre le vendredi et le samedi qui a vraiment pas avantagé Hamilton. C'est rare qu'on voit que Mercedes, dans la panique un peu lorsque les réglages ne sont pas à point pour une fin de semaine. Et là, en fin de semaine, ils l'ont complètement raté. Là. Ils voulaient travailler contre le courant et finalement, ça a été assez négatif aujourd'hui. Et en course, Hamilton finalement a terminé assez loin. Et on va reparler justement de Mercedes un peu plus en détail avec les stratégies. Je dois dire quand même, vraiment Mercedes, c'est une des rares contre-performances qu'on pourrait leur donner, mais ça en était une monumentale. Et comme je dirais en fait, comme je disais à mon père, c'est comme au football américain. Ils ont échappé le ballon solide. Mm-hmm. Et ça a permis à tous ceux qui étaient, non seulement à Gasly, mais aussi à Vettel, qui était derrière, et Perez, de passer devant. Donc, l'overcut a fonctionné, et on va en reparler justement. Sinon, as-tu un moment cocasse? Il s'est passé peu de choses, mais j'ai retenu le moment où Serena Williams a brandi le drapeau à damier, où on voyait que même si elle a un très bon coup droit, c'est peut-être pas aussi facile qu'on pense manier le drapeau à damier. Non, c'est pas facile, mais ça aurait pu être pire. Ben oui, écoute, au moins elle l'a pas échappé. Non, écoute, c'est juste drôle de voir que elle pouvait avoir un excellent coup droit, mais finalement manier le drapeau, c'était pas aussi facile qu'on pouvait penser. Exactement. Moi, mes évaluations, rapidement, comme je l'ai dans votre sens aussi, Aston Martin et Sébastien Vettel méritent mes évaluations, ma performance du jour. Contre-performance, Daniel Ricciardo, complètement absent, s'est pris un tour par Lando Norris. Ça a été horrible et il a même dit « I run these streets » en faisant référence à, je pense, Johnny Waterford qui a gagné les 500 000 d'Indianapolis. Mais finalement, j'ai comme l'impression qu'il disait « I run these streets » à Montréal-Nord. J'ai vu là, donc. Donc, c'est juste un exemple pour dire, c'était pas fameux. Et il disait que je refuse de dire que je suis lent, malheureusement il a été lent, donc c'était pas une course facile pour l'Australien, surtout quand tu vois Norris sur le podium en plus. Ça doit faire mal. Mais j'ai aussi une autre contre-performance, la direction de la réalisation du Grand Prix, c'était horrible, complètement horrible, parce que quand Vettel est sorti, on allait avoir une bataille avec Gasly, puis ils nous ont montré Lance Stroll qui était en train de faire une erreur à la piscine. Est-ce que ils pouvaient pas attendre que... Oui. Ils pouvaient pas attendre. Oui, il pouvait attendre. Oui. D'autant plus que c'était visiblement rétrospectivement le seul dépassement en course, parce qu'à ce moment-là, Vettel n'était pas tout à fait devant Gasly, donc on a raté le seul dépassement de la course. Ouais. Ah, définitivement. Avec celui de Mick Schumacher au premier tour. Ouais, mais ça, c'est le premier tour. Excluons les dépassements au premier tour. Ricardo aussi perdu une place au premier tour. Donc, oui, on a manqué le seul réel dépassement en course. C'était celui-là. Ouais, exactement. Marc-André rit parce que il me voit excité hors caméra, mais c'est parce que... Bon, bref. Les deux pour le marquer, hein, disons-le.
Oui, parce que je sortons regarde. le Oui. lapin du La chapeau. 38e journée de la Premiership et Abdo est un grand fan de Liverpool, donc Et Aston Villa vient de marquer contre Chelsea, alors ce qui veut dire que Liverpool se retrouverait en Ligue des Champions. Bref, mais oui, et en plus, je pense quand je regarde ça, la diffusion de la Premier League devrait être définitivement meilleure que celle de Monaco. Puis en plus, je dois préciser, je pense, c'est la seule course de la saison où ce n'est pas réalisé par la FOM. Parce que ça a paru. Et ça a paru. C'était les Monte Carlo. Et je m'excuse de dropper ça comme ça, là. Donc, c'est TF1. Ah, c'est TF1? TMC, c'est TF1 maintenant. Ah oui, c'est vrai, oui, c'est vrai, ça appartient à TF1. Merci de la précision. Donc, non, ça n'a pas été fameux. L'expertise est importante dans ce cas-ci. Et ça a paru. Et chose aussi intéressante, parce que j'avais retweeté une vidéo qui montrait une caméra embarquée de Vettel en train de dépasser Gasly. La vidéo a été carrément retirée, évidemment. C'est des droits parce que c'est une question de copyright. Mais c'était la vidéo la plus précise pour voir le dépassement de Vettel sur Gasly. Et ils l'ont carrément bloqué sur Twitter. Donc, on va probablement le voir dans 2 ou 3 jours lorsqu'il va y avoir une compilation des caméras embarquées. Donc, vraiment, la diffusion aujourd'hui, c'était pas fort. Puis ils ont même fait une erreur. Ils voulaient montrer Vettel, mais ils ont montré Norris en train de prendre un tour à Ricardo. Alors. Ouais, ben ça, des fois, ça arrive. Ça, c'est pas le fautif propre à TMC. Le dépassement de Vettel, par contre, ça se l'est, parce que ça, c'était prévisible. Ça, c'était prévisible. Ouais, ça, c'était juste mauvais. Et c'est aussi mon moment cocasse. Bon. Alors, tiens, on va revenir sur le Grand Prix. On n'a pas grand-chose à dire, mais on veut, disons, parler avant tout de Charles Leclerc. Il devait partir en pole position, mais avec son accident lors de la séance de qualification, il y a eu des problèmes, entre autres avec, lorsqu'il est sorti pour son tour de reconnaissance, il y a eu des problèmes avec sa boîte. Il a rapporté des problèmes de boîte de vitesse. Et au final, on a vu qu'il y avait un problème avec l'arbre de transmission. Donc, et comme il devait faire un autre tour pour se rendre à la grille, ce qui n'a pas été fait à temps, il a été obligé d'abord de partir de la grille de la ligne des puits avant d'abandonner le Grand Prix. Mais la poisse de Leclerc à Monaco continue parce que c'est son 3e Grand Prix de Monaco et il n'a jamais complété cette course à domicile. Alors, je me dis, c'est dommage. C'est dommage pour Leclerc, mais il s'est mis un peu dans le trouble avec son accident. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez aussi? Je vais commencer avec Marc-André. Il avait la pression de réussir à terminer premier et dépasser Verstappen. Il avait le meilleur tour, mais on s'entend que la vitesse de Verstappen lors de son dernier tour était assez bonne et on pouvait prévoir qu'il allait le dépasser. Je pense que Charles Leclerc a vu une opportunité de tout donner. À Monaco, c'est souvent la chose la plus difficile, c'est d'aller à fond et d'éviter l'erreur. Finalement, on s'entend que Charles Leclerc n'a pas réussi cette mission. Par contre, je pense que il y a du positif malgré tout dans ce week-end, malgré la malchance, malgré tout ce qui est arrivé. On a vu une Ferrari qui était extrêmement performante en virage lent, et ça c'est positif pour le reste de la saison lorsqu'il aura l'occasion de concrétiser dans d'autres Grands Prix où la vitesse est moins importante. Je pense que ça va payer pour eux, et on a vu à Monaco que la Ferrari pouvait, et on le voit avec Sainz que ça payé. Maintenant, pour Charles Leclerc, c'est la malchance encore qui lui tombe dessus, même s'il est un peu responsable de celle-ci. On a vu que il a de la difficulté à terminer les courses à Monaco. J'espère que l'an prochain sera la bonne pour lui. Mais le jeune monégasque devra réussir finalement un jour à terminer un Grand Prix à Monaco. Oui, effectivement, et je l'espère aussi, peut-être pour 2022. Toi, Jean-Sébastien, qu'est-ce que tu as pensé de cela? Le virage de la piscine est un des plus compliqués de la saison de Formule 1. Passer au travers et pas faire de faute relève plus souvent qu'autrement de l'exploit.
cette fois-ci, il l'a raté quand on essaie de pousser la voiture à la limite. Donc, à partir de là, on subit les conséquences. Après, Ferrari, ils ont fait un gros pari en jouant le go big ou go home, en pensant que la voiture allait être correcte. C'était pas le cas. C'était gutsy. J'aurais peut-être pris la chance de prendre la pénalité pour essayer de regarder qu'est-ce qu'il y avait sous le capot, mais bon, rétrospectivement, c'est facile de dire j'aurais pris la décision ou pas. C'est une grosse décision de la part de Ferrari. Ils ont joué leur va-tout là-dessus. Ils espèrent sans doute se rattraper en Hongrie. C'est l'autre piste, à mon avis, où est-ce qu'ils pourront faire un bon résultat cette année. Là, ils l'ont raté et puis voilà. Donc, ouais, c'est peut-être pas autant la poisse de Charles Leclerc que une erreur stratégique ou politique de la part de Ferrari. Je pense que demain, Fiat va avoir de belles longues discussions avec le staff de Ferrari. Ouais, et moi, je vais rajouter au moins, on s'excuse pour le problème technique. Au moins, dans tout ça, c'est que Carlos Sainz a obtenu le podium, mais imaginez Leclerc avec Sainz sur le podium. Ça aurait été quelque chose de superbe. Tu veux rajouter quelque chose, Jean-Sébastien? Oui, c'est emmerdant. C'est bien finir deuxième, mais faire 1 et 3, ça aurait été encore mieux, par exemple. Ou faire 2 et 3, parce que Leclerc avait sans doute Leclerc aurait pu sans doute dépasser des voitures. S'il y avait une voiture qui aurait pu en dépasser d'autres pendant le Grand Prix, c'était Charles Leclerc. Il n'était pas là. C'est vraiment une décision très contestable de la part de Ferrari. Ça va laisser des séquelles dans l'équipe, dans la haute direction. Quelque chose qu'on va devoir suivre au cours des prochaines semaines, prochains mois, parce que il y a personne qui va sortir de là exsangue de blâme ou de blessure. Ça va faire mal à l'intérieur de l'équipe. Définitivement. Et le pire, c'est que on ne sait pas à quoi s'attendre, surtout à l'Azerbaïdjan aussi, hein, sur un circuit urbain. J'ai vu la Ferrari a été excellente. C'est pas un circuit où on a besoin vraiment d'une grosse puissance moteur. À part dans la ligne droite qui peut faire mal à Ferrari. Mais oui, effectivement, c'est peut-être le Grand Prix, un autre Grand Prix qui pourrait être important. Et si je peux renchérir sur ce que Jean-Sébastien disait, c'est une autre erreur de Ferrari stratégique qu'on peut mettre à la banque. Et ça fait très longtemps qu'on les accumule. À un moment donné, je pense que chez Ferrari, on va devoir réagir et faire quelque chose. Définitivement. Et moi, je dois dire, oui, c'est bien de vouloir miser sur la pole position, mais si tu veux aller chercher des gros points et éviter ce genre de problème, une pénalité de 5 places aurait été plus acceptable dans l'orgueil que de partir en pole et éviter d'avoir ce genre de problème où tu découvres que justement ta voiture a un problème, il est trop tard pour le réparer. Et surtout si tu es forcé de partir de la ligne des puits, sachant ce qu'on a vu tout à l'heure avec le manque de dépassement. C'est la théorie de limiter les dégâts. Et Ferrari a décidé de pas jouer dans ce jeu-là. Ils ont décidé de jouer leur va-tout et ça n'a pas payé. Donc, ça fait mal. Sur 23 courses, on peut peut-être se refaire, mais ça arrive pas tous les jours. Donc, ils se mettent très à mal par rapport au championnat. La 4e place va peut-être être difficile à cause de ça. Oui. Je suis tout à fait d'accord. Donc, je voudrais avoir votre opinion là-dessus. Est-ce que vous pensez que Ferrari a vraiment mal joué ses pions face à cela? Donc, vous pouvez réagir en commentaire sur tous les réseaux sociaux, sur YouTube en plus. Et on a une réaction. Au bout, l'ennui, ce Grand Prix, plus de voitures de sécurité, pas de dépassement, pas d'attaque à retirer. C'est vrai que la course était plate. On doit se dire, à part quelques moments intéressants, c'est-à-dire la stratégie ratée de Mercedes. Mais je pense pas que le circuit en tant que tel est un problème. Je pense que c'est vraiment une question de voitures qui sont devenues beaucoup trop larges, où c'est non seulement, déjà c'est difficile de dépasser à la base en Formule 1. On parlera pas de Formule 1 parce que ça a été un spectacle exceptionnel, mais en Formule 1, c'est très compliqué de dépasser à la base. Les voitures sont larges, et en plus, ils ont déjà de la difficulté à se suivre
dans l'air sale. Alors, je pense que, mais oui, est-ce que vous pensez aussi que Monaco devrait s'adapter à la Formule 1 moderne? Non, parce que c'est le joyau de la couronne de la Formule 1. Mhm. Le Grand Prix-là ne disparaîtra jamais. S'il disparaît, tous les autres Grands Prix vont tout simplement disparaître. Vox sur YouTube a fait une vidéo qui explique l'importance du Grand Prix de Formule 1 en 8 minutes. C'est assez intéressant. Il y a toute l'histoire, le glamour, etc., la richesse. C'est un peu, à la limite, c'est un peu être famous for being famous que ce Grand Prix-là est un peu le joyau de la couronne de la Formule 1. Ce Grand Prix-là ne disparaîtra pas. C'est une mauvaise année. On a eu d'autres années où c'était beaucoup plus intéressant avec des voitures similaires. Attendons de voir déjà 2022 à quoi vont ressembler une nouvelle Formule 1. Mais si on pouvait en effet avoir des Formule 1 moins larges comme on avait il y a 10 ans, ça aiderait au spectacle, quitte à les rendre plus nerveuses. Je suis d'accord. Et toi, Marc-André, est-ce que tu veux réagir aux commentaires? Est-ce que tu penses est-ce qu'on devrait retirer le Grand Prix de Monaco? Selon moi, il doit rester, là. C'est le joyau de la Formule 1. Et puis, bon, est-ce que le circuit pourrait être adapté? J'ai vu quelques vidéos qui mentionnaient peut-être des petits changements qui pourraient être bénéfiques les voitures d'aujourd'hui, mais encore là, en faisant ça, la question se pose si tu enlèves toute la magie de Monaco et de l'histoire, est-ce que de modifier une partie du circuit vient un peu poignarder l'histoire du Grand Prix? Peut-être, mais non, c'est sûr qu'il y a quelques changements qui pourraient être faits, mais Monaco, c'est la royauté, c'est l'argent. On parlait, justement, quand on parlait du Grand Prix du Canada, le nerf de la guerre, c'est de payer pour le Grand Prix. Et puis Monaco ont l'argent pour le faire et ils vont continuer de le faire. Donc tant que Monaco va le faire et que la Formule 1 va vouloir rester là, il ne s'enlèvera pas, même si le spectacle est moins bon. Mais c'est ça, la différence, c'est que Monaco ne paye pas pour avoir sa place au Grand Prix. Elle est là oui, c'est vrai, tu as raison. Définitive. Alors, c'est sûr que Monaco est là pour rester. Encore là, et j'ai même vu une vidéo hier soir de gens qui proposaient des solutions pour essayer de modifier le circuit de Monte-Carlo. C'est très difficile. Et même, je pense, Luca Di Grassi, qui a piloté à Monaco autant en Formule 1 qu'en Formule E il y a 2 semaines. J'ai hâte de lire son article qui va produire un jour sur comment rendre le circuit de Monte-Carlo plus attrayant pour les dépassements. Mais en ce moment, c'est très compliqué. Tu peux pas, par exemple, à la nouvelle chicane, élargir parce qu'il y a une genre de barrière, il y a une genre de barrière qui est protégée par les rails que tu peux pas enlever. Parce qu'il y a des arbres derrière. Exactement, il y a des arbres. Même tu ne peux pas élargir à gauche parce que c'est la Méditerranée. Exactement. Donc, t'es pris sinon, c'est des bâtiments. Voilà. Avec des bâtiments, avec la Méditerranée. J'avais même lu aussi, il y avait quelques années, il y avait une partie, je pense, en arrière de Mirabeau, qui était pas vraiment occupée, que ils voulaient acheter pour ajouter une partie du circuit, mais même là, ça pourrait, à la limite, dénaturer le circuit de Monte-Carlo aussi. Il y a un changement qui peut être fait, c'est la fameuse bosse avant Mirabeau. Faudrait essayer de l'aplatir. Ah oui, ouf. Ah non, moi je l'aime. Non, moi je l'aime bien, cette bosse. Il y a une chance de dépassement là, qu'on enlève la bosse. Ouais, mais j'aime. C'est la solution la plus facile. Ouais. Je trouve que ça serait de dénaturer un peu le grand. Oh non. On a une possibilité de dépasser. On peut payer pas cher au lieu de couper des arbres et essayer d'élargir ailleurs. Il y a vraiment quelque chose à faire là. C'est un non-sens, cette bosse-là. On enlève des bosses à Interlagos parce qu'on trouve que c'est débile, mais on veut pas l'enlever. Ça dénature pas le circuit, ça le rend plus attrayant. Ouais, t'as un bon point quand même. Mais j'ai hâte de voir est-ce que la Formule 1 va faire quelque chose parce que Lewis Hamilton l'a dit aussi mercredi en conférence de presse. Il sait que c'est un circuit de procession et j'ai hâte de voir est-ce que la Formule 1 va réagir. Ils ont dit qu'ils allaient y penser, mais est-ce qu'ils vont passer à l'action parce qu'après ce qu'on a vu tout à l'heure, je pense qu'on est dû pour des modifications. Et tiens, justement, Jean-Sébastien, tu voulais nous proposer un sujet que je vais mettre ici à l'écran. J'avais un hot take pour vous.
un hot take pour ou contre les bornes de mesure pour les virages. Donc, tu peux nous expliquer un peu ton Alors, point? Que je c'est trouve facile. Lors des virages avec gros freinage, il y a toujours 3 bornes qui sont indiquées. 150, 100 et puis 50. C'est la distance en nombre de mètres. L'idée, c'est que ça permet de pouvoir donner au pilote un point de repérage pour savoir où il faut freiner. Personnellement, je trouve que en regardant le Grand Prix, je m'emmerdais et j'essaie de voir s'il n'y avait pas des choses qu'on peut essayer de trouver pour discuter. Et ça, c'est mon hot take. Je suis contre les bornes de mesure pour les virages. Je pense qu'il faudrait les enlever. C'est de l'aide au pilotage. Lewis Hamilton avait déjà expliqué par le passé qu'à Monza, lui, son point de repérage, c'est pas les bornes, c'est un arbre en particulier. Il sait qu'il doit exactement freiner à tel endroit au virage numéro 3 quand il rejoint l'arbre. Je pense qu'il faudrait les enlever tout simplement pour rendre ça un peu plus spectaculaire. C'est un peu trop facile. Pour les pilotes de Formule 2, Formule 3, pourquoi pas, gardons-les, ils apprennent les circuits. Mais à partir de la Formule 1, c'est les adultes majeurs vaccinés, on les enlève. Ça va juste rendre le spectacle un peu plus compliqué. Quand vous êtes sur un circuit artificiel comme à Shanghai, comme à Istanbul ou à Abu Dhabi, trouvez vos points de repérage pour savoir où freiner. Devez connaître les circuits par cœur. Ça va rendre le spectacle un peu plus compliqué. Il va peut-être y avoir des erreurs de freinage qui vont forcer les pilotes à essayer de faire des dépassements. Ça pourrait être plus intéressant. Ça, c'est quand même intéressant comme point de vue, je vais dire. Moi, je vais dire, je vais dire en contre-argument. Moi, je pense entre autres aux recrues parce que, par exemple, Yuki Tsunoda qui lui n'a jamais été à Monaco dans toute sa vie, pour lui, ça va être très compliqué. C'est très compliqué d'avoir un point de repère précis, on va dire. Comme par exemple, dans le cas de Monaco, par exemple, ce serait, je sais pas, le panneau Heineken, ou je vais pas faire de placement de produit, mais un panneau publicitaire. Mais encore là, si jamais il devait arriver quoi que ce soit, il y a tout. Il aura pas de point de repère précis. Alors que les bornes de mesure, je pense, pour une recrue qui n'a jamais été sur un circuit tout court, là, ça peut être une bonne idée. Mais sur des circuits, par exemple, Monza, Spa, tout ça, parce que ce sont des circuits qu'ils ont appris dans les catégories juniors, là, on peut les enlever. Montréal, on pourrait le garder parce que c'est un circuit qui n'est pas utilisé pour des courses automobiles. Donc, moi, je pense, on peut les garder, mais seulement sur des circuits temporaires. Je sais pas, qu'est-ce que vous pensez à ça? Non, je trouve que c'est une bonne idée parce que c'est vrai que pour les recrues qui n'ont jamais couru, par exemple, sur un circuit, et justement, on arrive à parler de celui du Grand Prix de Monaco où la malchance a fait en sorte que Yuki Tsunoda avait jamais couru sur ce circuit et ça a apparu durant tout le Grand Prix. Beaucoup de difficultés avec c'est dur à dire, c'est facile à dire, mais le Grand Prix de Monaco en est un surtout d'instinct. Tu suis ton instinct de pilote et tu suis la logique que tu t'es mis lorsque tu parcours le circuit tout au long de la fin de semaine et en simulation. Et c'est vrai que les bornes de mesure peuvent être un peu identifiées comme une mesure pour aider le pilote à parcourir le Grand Prix et à réussir ses freinages. Ça me fait un peu penser quand tu joues à F1 2020 ou F1 2021, la petite ligne là, qui t'indique où tourner pour être sûr de garder ta ligne de course. Bon, c'est pas pareil, mais ça revient un peu au même. Je crois que ça pourrait être une bonne idée de les enlever, mais ton point de vue, Abdou, est très pertinent de peut-être les laisser sur un circuit temporaire où les pilotes y vont moins souvent, ou par exemple, lorsque le circuit n'est pas un circuit de Formule 2 ou de Formule 3, peut-être les laisser pour laisser les recrues et les jeunes, peut-être pour comme se familiariser avec le circuit. Et aussi, on pourrait peut-être même l'enlever en course, l'enlever en qualification, mais les laisser en essai libre pour que justement les pilotes puissent se fier à ces fameuses bornes pour identifier leur moment de freinage durant les essais. Jean-Sébastien, as-tu un point à ajouter à ce qu'on a dit? J'aime l'idée de pouvoir les enlever à partir du samedi, par exemple. Oui, moi aussi. Je pense que ce serait bien parce qu'à un moment donné, avec oui, d'accord, on a 30 minutes on a 1 heure de moins dans les essais,
Mais à un moment donné, à force de rouler, maintenant, tu te découvres, tu as découvert le circuit après des tours et des tours. Donc, tu es en mesure de bien le maîtriser. Maintenant, ça va être une question de concentration. Donc, certes, sur un circuit urbain, évidemment, l'évolution de la piste est différente. Ça aussi, c'est un point intéressant parce que, par exemple, pour Monte Carlo, on roule le jeudi et ensuite, tu as congé le vendredi et là, tu reprends la piste samedi, dimanche. Même si pour les pilotes, c'est comme, ils ont rien perdu avec une journée de plus ou de moins. Alors, Il serait intéressant de voir aussi si pour la Formule 1, ces bornes de mesure sont sur le plan de la sécurité, peut-être qu'il y a quelque chose qui pense être plus sécuritaire en donnant une petite aide aux pilotes au freinage. Il y a peut-être sur ce côté-là qu'on pourrait regarder aussi, voir si, selon eux, c'est important de le garder pour la sécurité. oui, Ce qui me paraît peut-être peu utile, mais peut-être qu'on a un petit indice de ce côté-là. Exactement. Et est-ce que vous voulez rajouter un point aussi concernant cela? Je pense vous pensez qu'on a fait le tour avec cela? Oui. Oui, parfait. Alors, on va parler maintenant de Mercedes un peu plus en détail. Ouf! Quelle course compliquée pour Mercedes. Hamilton 7e, mais j'ai envie de parler de Valtteri Bottas parce qu'on n'en a pas parlé. Ah, Quelle malchance. Quelle malchance. Et donc, c'est un écrou qui est resté logé, qui était indélogeable sur le pneu avant gauche de la droite, excusez-moi, droite de la Mercedes de Bottas pendant son arrêt au puits. Et comme ça a pris trop de temps, il voulait pas risquer. C'était perdu d'avance. Donc, c'est un deuxième abandon cette saison pour le Finlandais. Et en plus, il était deuxième, mais personnellement, il n'y aurait pas amené grand-chose. La Mercedes n'avait pas de rythme à Monte Carlo. Et est-ce que vous pensez que les changements de réglage entre les essais et les qualifs ont eu un impact sur la course, ou bien même lors des essais du jeudi, vous pensiez que c'était foutu pour eux? On a vu que ça allait être difficile, c'est sûr. Par contre, habituellement, Mercedes réussissent avec leurs ingénieurs en usine à régler quelques problèmes qui peuvent être apparents. Présentement, ce qu'on observe, c'est que Mercedes a paniqué un peu et a tenté de faire des nouveaux réglages parce que ceux de base n'étaient pas adéquats pour la course. Et finalement, on a vu que ça a été une perte totale pour Mercedes. Hamilton a débuté la course 7e et honnêtement, on a vu qu'il a perdu des positions en plus. Donc, quand tu regardes l'envers du décor, on avait un Toto Wolff qui, la semaine dernière, vantait l'usine et les ingénieurs à quel point c'était les mathématiciens et les statisticiens qui avaient fait en sorte que Mercedes et Hamilton avaient pu dépasser Verstappen lors du dernier Grand Prix. Et aujourd'hui, bien, je pense que le titre dit tout, là, de héros à zéro. Aujourd'hui, les statisticiens et les mathématiciens n'étaient sûrement pas dans le coup parce qu'ils ont vraiment mal calculé l'effet des retardateurs, l'effet de la course en tant que telle, et Vettel a pu passer, et ça fait très mal parce qu'au championnat présentement, on voit que Max Verstappen a pris une petite avance. Bon, vous allez me dire que c'est 5 points, c'est vraiment pas si pire, mais pour la première fois, si je m'abuse, pour la première fois depuis 2013, Red Bull mène un championnat avant Mercedes. Et bon, là-dessus, il y a bien sûr l'abandon de Bottas qui rentre en compte, mais ce sont des petits détails comme ça qui font en sorte que on savait que le championnat allait être très intéressant, mais là, il nous est donné. On va avoir beaucoup de choses à suivre durant les prochaines semaines parce que c'est loin d'être terminé comme Hamilton et Verstappen le martèlent depuis bien longtemps. Je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Et moi, je pense que Mercedes, Monaco, on va dire, c'était
c'est peut-être dans le championnat la course où l'écurie s'est plantée le plus. Puis c'est rare de dire ça de la part de Mercedes. Alors j'ai comme l'impression que en quelque sorte cette écurie va rebondir à Azerbaïdjan. Ils ont normalement été assez forts. Alors j'ai l'impression que c'est juste une mauvaise fin de semaine de travail. Jean-Sébastien? C'est une mauvaise fin de semaine de travail, en effet. Mercedes en rate une par année. C'était celle-là. A priori, ça ne devrait pas revenir. Donc, tant mieux pour Red Bull et Verstappen qui ont su en profiter, même aussi pour Perez. Par contre, il ne faut pas tabletter sur une deuxième erreur cette année parce que les chances que ça arrive sont très, très faibles. Oui, exactement. Et je pense entre autres à Singapour qui pourrait être un circuit proche. Ben, Singapour, Jeddah aussi, c'est parce que sont des Mais c'est quand même loin encore. Mais c'est quand même encore loin. Ils ont le temps de trouver la solution au problème. Exactement. Donc, ils ont encore. C'est pas comme si le Hungaroring c'était la semaine prochaine. C'est ça. Puis même à ça, après ce qui s'est passé en 2019, tout peut arriver. On peut avoir. Arriver. Mais effectivement, tu sais, habituellement, ils font une petite faute et c'est celle-ci. Maintenant, s'il y en a d'autres, et souvent, c'est des petites fautes. Bon, un pilote va être désavantagé. Là, c'est les deux qui ont eu une mauvaise fin de semaine. Alors, effectivement, si ça devait revenir et que Red Bull semble bien aller, bon, ils ne sont pas près d'une faute aussi, mais si tout roule du côté de Red Bull et que Mercedes revienne avec une seconde erreur comme celle-ci, je pense que le championnat peut tourner du côté de Red Bull, mais effectivement, je pense pas que ça va réarriver. Les employés devraient rentrer à l'usine et tout devrait se replacer d'après moi lors des prochains Grands Prix. C'est une écurie qui a une très belle façon de gérer les erreurs comme celle-ci et je pense pas que ça va revenir. Exactement. Et puis j'ai l'impression que Mercedes ne commet. C'est rare que de voir Mercedes commettre deux fois la même erreur, surtout consécutivement. Alors c'est comme ça qu'on voit c'est qui les vrais champions, ceux qui sont capables de dire bon, ça a été une mauvaise journée, on va travailler plus fort ou bien essayer de trouver un coupable. Puis je ne pense pas que c'est le cas chez Mercedes. Ce n'est pas la mentalité que je connais chez cette écurie. Alors, moi, je pense que certes, Lewis Hamilton est frustré parce qu'il n'a pas eu le résultat qu'il espérait et encore moins en qualification hier. Mais après, je pense, si tout va bien, tout devrait revenir en bon ordre en Azerbaïdjan, excusez-moi. Donc, moi, je sais pas, je pense que c'est juste, comme on dit, une fin de semaine à oublier. Mm-hmm. Exact. En passant, je dois féliciter, en fait, Théo Pourchaire, parce que Pourchaire, samedi, est devenu le plus jeune vainqueur de l'histoire de la Formule 2 / GP2 à l'âge de 17 ans. Qu'est-ce que vous faisiez à 17 ans? Moi, je connaissais même pas Facebook ou Twitter. Puis je pense que j'étais sur le point de finir le secondaire 5, mon secondaire 5. Marc-André, toi, ça fait pas trop longtemps. Ça fait pas trop longtemps, je m'en souviens. J'ai terminé mon secondaire 5. Une petite fête, probablement, là, pour fêter le bal. Mais non, effectivement, Théo Pourchaire, quelle fin de semaine. Réussi à avoir la pole à Monaco. C'était déjà un exploit. Réussir à la garder en course, ne pas faire d'erreur. Tu sais, c'est l'instinct qui rentre en ligne de compte rendu là. Il avait de la pression quand même, ce jeune, de réussir et de matérialiser ce qu'il avait réussi à faire vendredi en obtenant la pole. Et ça a été magnifique pour Théo Pourchaire. J'ai écouté la course et j'étais très heureux pour lui parce que, écoute, c'est un prodige. On va être patient avec lui, bien sûr, parce que
bon, tout peut arriver, de la malchance peut arriver dans son cas, mais pour l'instant, il a un coup de volant, un instinct qui est extraordinaire et quel pilote il sera probablement. Et oui, il n'a que 17 ans, donc il a le temps de devenir un pilote complet à cet âge-là. Et il a Soyons déjà. patients avec lui, c'est le seul truc que je pourrais dire. Et toi, Jean-Sébastien, qu'as-tu pensé? Est-ce que tu as regardé la course ou les façons Non, j'ai pas regardé la Formule 2, j'étais beaucoup plus concentré à regarder le concours Eurovision de la chanson. Ah oui! Ah oui! Et en passant, la Grande-Bretagne qui a fini avec 0 point. Et l'Italie qui a gagné, contrairement à Ferrari. Donc, Oui, exact. Le Royaume-Uni qui fait son second zéro pointé de l'histoire, le premier étant en 2003 et leur dernière position, c'est leur quatrième, je pense, depuis 2003. Le Royaume-Uni envoie vraiment des déchets musicaux depuis plusieurs années. C'est même pas digne du niveau d'une comédie musicale tellement que c'était horrible. Donc, non, au moins le candidat britannique, il a pris du côté positif quand il a su qu'il avait reçu 0 point de la part des téléspectateurs et du jury. Mais non, les téléspectateurs européens ont été sévères parce qu'ils ont quand même donné 4-0 points à 4 pays différents. Donc, c'est assez sévère. Le pays hôte, les Britanniques et les deux autres qui m'échappent, mais donc il y a eu 4-0 pointés de la part des téléspectateurs européens. C'est un record qu'on n'a pas vu depuis... du niveau du télévote, on n'a jamais vu ça. L'histoire généralement du concours, on a déjà vu 4-0, mais c'était dans un ancien système de points au milieu des années 60, donc on remonte à quelque chose qui est très très loin. Oui, je suis un grand fan de l'Euro, si vous avez compris. ah oui. Ah oui, puis ça se voit, il faut que je découvre ça. Puis la France a fini deuxième, donc... La France finit deuxième à 25 points, ce mouchoir de poche, sachant le score final, là, 524 à 499. C'est ce qu'on considère comme parmi les concours très très serrés de l'histoire. Exactement. Donc, c'est une bonne fin de semaine pour la France avec Pourchère qui gagne et la France qui termine Qui deuxième. termine deuxième, son meilleur résultat en 44 ans, en 30 ans en fait. Exactement. Donc, c'était une bonne fin de semaine pour la France. Et oui, donc, il n'y avait pas seulement que Pourchère. Il y a Dan Tectum aussi, qui a été à un moment donné un peu l'enfant terrible du sport automobile, qui a remporté la course numéro 2, disons avec la disqualification de Liam Lawson qui a dominé cette épreuve. Malheureusement, Tectum lors de la course feature, donc la course 3, a dû abandonner malgré parce qu'il a fait un Schumacher, mais cette fois-ci c'était involontaire à la rascasse. Et lors de la course 1, c'est Guan Yu qui a dominé lui aussi la course 1 vendredi. Donc le pilote Alpine qui gagne cette épreuve. Donc on a 3 pilotes qui ont gagné Monaco pour la première fois de leur histoire. Alors la prochaine épreuve justement sera dans 2 semaines sur le fameux Crash Fest de Bakou. Alors, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Au classement des pilotes, Zhou mène avec 58 points. Oscar Piastri est deuxième avec 52 et Pourchère est 5 points derrière Piastri. Donc, ce championnat va être excitant jusqu'à la fin, souhaitons-le. Et comme on l'a dit, Pourchère est un pilote il appartient à l'Académie des jeunes pilotes de Sauber, donc en principe avec Alfa Romeo, mais qui sait, peut-être qu'il pourrait se retrouver dans une autre écurie si jamais il y a quelqu'un qui découvre son talent ou bien Alfa Romeo veut vraiment le garder avec lui, en fait. Donc, est-ce que vous aviez d'autres sujets à amener, Jean-Sébastien, Marc-André? Vite, félicitations Williams, 750e Grand Prix, c'est remarquable. Ouais. 750e Grand Prix pour Williams. Un très beau plateau. Et malheureusement, comme avec la Grande-Bretagne, un 0 pointé. Mais ils n'ont pas fini dernier. Exact. Un peu noirci dans les dernières années, mais on voit on voit leur désir de revenir et de tenter de peut-être changer les choses pour peut-être revenir à ce qui était. Mais oui, effectivement, quel exploit là, c'est 750 Grand Prix. Quel chiffre quand même. Définitivement. Alors, c'est ce qui complète cette émission d'après-course du bulletin GP. Disons qu'elle a été, et on l'a dit, un peu plus court, Dieu merci, avec ce Grand Prix de Monaco. Horrible.
Alors, vous pouvez écouter notre émission si jamais vous l'avez manqué sur YouTube. Mais aussi, on a notre site web bulletingp.com où vous pouvez lire les chroniques que je rédige, les anciens épisodes de podcast et les top et contre-performances après chaque Grand Prix. Évidemment, nous avons notre podcast qui est disponible à tous les jeudis, à l'exception du dernier qu'on a enregistré vendredi soir. Mais c'est disponible sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, TuneIn et autres. Et évidemment, nous sommes sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram, @lebulletingp en un seul mot. Donc, si jamais vous voulez réagir à l'actualité de la course automobile et aussi à nos chroniques aussi, à nos podcasts, n'hésitez pas, on est là, on va y répondre, créer un champ de discussion. Alors, Jean-Sébastien, Marc-André, un énorme merci d'avoir été là. Plaisir. Merci à toi encore, Abdou. Ça me fait plaisir. Puis, et puis pour ceux qui se le demanderaient, c'est toujours 1-0 pour Liverpool contre Crystal Palace. Et Leicester qui se retrouve maintenant 4e avec un score de 2-1 contre Tottenham et Aston Villa qui est en train de dominer Chelsea 2-0. Donc, je pense que je vais aller célébrer à mon tour avec un bon jus d'orange la qualification de Liverpool en Ligue des Champions. Si ces propos n'ont pas ont mal vieilli, évidemment. Alors, merci à tous d'avoir été là. On se retrouve dans 2 semaines pour l'émission d'après-course pour le Grand Prix d'Azerbaïdjan. On continue toujours de rouler avec le bulletin GP. Salut tout le monde et surtout, faites attention à vous.